Pierre d'Erlon, ce n'est pas l'histoire des gitans que nous allons aujourd'hui raconter. Le père Fleury, qui fut leur aumônier général, nous avait dit il y a 2 ans leur longue marche. Avec vous, Pierre d'Erlon, nous allons connaître d'autres chemins de la vie gitane. Des chemins que vous avez parcourus. Vous avez rencontré certains de ces nomades, vous vous êtes mêlé à eux, vous pensez leur appartenir, alors êtes-vous devenu véritablement gitan par le cœur alors que vous ne l'étiez pas à votre naissance? Je suis devenu tzigane, j'avais 13 ans et demi. Mon père, qui habitait un village en Eure-et-Loire, m'avait mis à Nogent-le-Rotrou chez les frères des écoles chrétiennes dans un collège, le collège Saint-Joseph. Et à 6 kilomètres de ce village, il y avait un garde-chasse, un ami de ma grand-mère, qui me recueillait tous les jeudis et tous les dimanches. Et ce garde-chasse recevait dans son champ un tzigane ours-souris qui s'appelait Jean-Michel Mathias. Il le cachait pour ses quartiers d'hiver. Et lorsque j'arrivais chez le père Pincelou, avouez que Pincelou pour un garde-chasse, c'est un joli nom, pour ne pas salir mes vêtements, en bleu marine avec les boutons dorés, je mettais les vêtements des petites tziganes. Et un jour que l'on jouait dans un chemin creux, on a reçu des pierres. Des pierres pleuvaient autour de nous. Et mes petits copains, ils couraient devant en me disant « Fais le lièvre, fais la caille, fais la perdrix, fais le lièvre !» Pour moi, ça voulait rien dire. J'ai reçu une pierre dans le cou et une autre à l'épaule. Au bout du chemin, quand je suis arrivé, la petite fille qui s'appelait Lovenita me dit « J'ai pris un caillou pour toi, pour grand-père. » Et nous sommes rentrés au camp. Je suis, moi, allé chez le garde-chasse, nous avons déjeuné, et dans l'après-midi, le vieux Jean-Michel Mathias est venu voir le garde-chasse et lui a dit « Eugène, si tu veux ce soir, le petit va dîner avec nous, et ne crains rien, je le ramènerai, parce qu'il fallait traverser un bois, le champ qu'il avait été dans une clairière, je le ramènerai chez toi après le feu du soir. » Et lorsque je suis arrivé au camp des tziganes, il y avait un grand feu. Il y avait la petite Lovenita et puis son frère et les autres qui étaient assis sur une vieille souche. Et on nous a apporté 3 poulets tués avec les pierres qu'on nous avait jetées. Ce jour-là, je ne le savais pas, je le sais aujourd'hui, mais ce jour-là, je suis devenu un tzigane. J'ai pensé différemment. Le soir, lorsque je suis entré au collège, on m'avait demandé le silence, parce que la mère Pincelou m'avait dit « Mon petit, si tu racontes tout ce que tu vis à ton père, jamais, tu ne pourras plus jamais revenir chez nous. » Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Mon père était entrepreneur dans un petit pays d'Eure-et-Loire, à La Loupe. Entrepreneur. J'ai tenu ce secret jusqu'à aujourd'hui, puisque mon père, s'il m'écoute, l'apprend. Et puis, je garde cela pour moi, et l'année d'après, j'ai revu le vieux Jean-Michel Mathias. Il avait été blessé par un de ses ours parce que c'était un ours-souris. Il présentait ses ours et ses chèvres, mais seulement en été et au printemps. En hiver, il prenait ses quartiers d'hiver chez l'ami de ma grand-mère. Il avait combien d'ours? Il avait 2 ours, et puis plusieurs chèvres. Et cette année-là, il a été obligé de tuer un de ses ours qui l'avait blessé parce que l'ours était jaloux de la naissance d'un de ses petits-fils. Il l'avait blessé au bras. Et c'est le père Pincelou qui l'avait soigné. J'ai donc assisté à la mort de cet ours. Et puis, une chose que j'avais remarqué, c'est qu'un de mes petits camarades, avec qui je jouais l'année précédente, était coiffé d'un chapeau. Il avait une veste, une culotte longue, une chemise et une cravate. Il ne voulait plus jouer avec moi. Et pourtant, il n'avait que 14 ans. Jean-Michel Mathias m'a expliqué qu'il était devenu un homme. Parce qu'à 14 ans, chez les tziganes, on est un homme à part entière. On assume ses responsabilités. Et puis il devait trouver quand même que j'étais un petit gageot, peut-être pas trop bête. Un quoi? Un petit gageot. Ça veut dire un gars qui n'est pas de tzigane, voilà. Un petit gageot. Il m'a demandé comment je vivais, tout ça, je lui ai expliqué. Et il a fait mon éducation sexuelle en une seule journée. C'est-à-dire que moi qui vivais dans une famille catholique, toute œuvre de chair, c'était un péché. Lui, il m'a expliqué que c'était œuvre de vie.
que la femme était à l'homme une nourriture aussi nécessaire que le pain, l'eau et le sel. Il a écarté de moi l'idée du péché. Si bien qu'à 15 ans, j'étais un homme à part entière et que je me promenais dans la vie tranquille. Mais Pierre d'Erlon, à ce moment-là, vous avez voulu connaître l'histoire des gitans, des tziganes? Parce qu'il y a plusieurs noms, tziganes, bohémiens, oui, gitans, romanichels, c'est-à-dire que nomades. Les tziganes, il y a plusieurs races de tziganes. Vous avez les ours-souris, vous avez les sintis, vous avez les monouches, vous avez les calderas, qui sont des chaudronniers, vous avez... Mais ils sont tous tziganes. Quand on dit gitan, un gitan, c'est un tzigane. C'est un tzigane qui vient d'Espagne. Mais comme ils sont presque tous sur le bord de la Méditerranée, on dit gitan. Mais ici, à Paris, on dit monouche. Mon frère Joseph Bouglian, c'est un monouche. Mais c'est un tzigane. Quel est le sens de votre démarche? Maintenant que vous êtes initié, dites-vous. J'ai appris des vérités terribles. Ce sont des hommes instinctifs. Instinctifs. Ils vivent comme des loups. Par exemple, lorsque vous entendez une phrase comme celle-ci, il me dit « Mais pourquoi tu pries Dieu? Pourquoi tu le pries? À quoi ça sert la prière? Dieu est une perfection. Une perfection se suffit à elle-même, mon petit gars, elle a besoin de personne. Si tu pries Dieu pour lui demander quelque chose, mais c'est de l'injurier. La prière est une injure. Dieu est une perfection. Tu ne peux que le chanter. » Il y a, je crois, 100 000 tziganes, enfin 100 000 gitans en France. Ils sont tous passionnés pour la vie et pour la liberté. La liberté, ne me faites pas rire avec la liberté n'existe pas. La route pour un tzigane, c'est une prison. Une prison perpétuelle. La liberté, c'est dans les romans. L'année dernière, on crachait sur les robes de ma femme, en la traitant de sale bohémienne. Parce que lorsque je vis avec eux, je vis dans la loi, leurs coutumes et tout. Mais votre femme a accepté de vivre de cette même manière? On comprend que vous soyez entré dans leur cœur, dans leur vie. Elle a accepté tout de suite parce qu'elle a fait la différence. La différence avec quoi? Avec le reste de sa vie? Avec ce que nous vivons. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est difficile. Moi, je vis la loi des tziganes. Je subis celle des gadgets. Mais la loi des tziganes, je la vis. Toute ma vie, depuis l'âge de 19 ans, je vis comme les tziganes. Donc vous êtes furieux de ne pas être né gitan? Ah, je regrette que mon père n'ait pas été un tzigane, parce que la promesse d'homme que je suis devenu je suis devenu tzigane trop tard. Je n'ai pas vécu la petite enfance, l'enfance, l'adolescence. Je suis arrivé adulte dans un univers particulier. Il a fallu que je retourne en arrière. Mais je vois ce qu'il m'a manqué, par exemple, à voir la vie de mes enfants. Quand on est dans un camp de tzigane, mes enfants ils poussent comme j'aurais dû pousser, moi. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ils ont quel âge? 28 ans, 16 ans, 14 ans et 15 mois. Les plus grands ont un métier? Mon plus grand, il est décorateur de théâtre. Il est né au cirque d'hiver à Paris. Je crois qu'il faut dire des choses qui sont d'abord exactes, puis qui méritent d'être dites. D'abord, il ne faudrait pas faire des tziganes des parias. Autrement, vous le savez... Nous sommes. Oui, ils iront grossir, autrement le lot de ceux qui vont dans la délinquance. Non. Ils vivent dans un monde à part. Non. Vous êtes pour leur complète liberté? Lorsque le tzigane a commencé à mourir, lorsque le cheval est mort. Il faut leur accorder le droit de vivre. Leur accorder, Monsieur Chancel. Imaginez un peu un repas de fiançailles sur un tas d'ordures sur lequel vous avez le droit de stationner pendant 24 heures, un dimanche, et que ce jour-là, quand vous faites ce repas de fiançailles, les paysans de l'endroit profitent de ce jour pour aller vider sur le dépôt d'ordures leur fosse d'aisance. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est ça le tzigane. Il ne faut pas en faire des parias. Des emplois doivent être réservés, même aux gens du voyage. Mais pourquoi réserver, Monsieur Chancel? On fait avec les tziganes en ce moment ce que l'on a fait avec les peaux rouges en Amérique. On les met dans des réserves de force.
Un tzigane, quand il arrive dans une maison, la première chose qu'il veut faire, c'est brûler les fenêtres et les portes. Moi, j'étouffe ici, il n'y a pas de fenêtre. Est-ce qu'ils veulent être des citoyens à part entière? Ils veulent être tziganes. Ils ne peuvent pas nous comprendre. C'est impossible. On essaie... vous voyez, par exemple, ils sont animistes. Ils n'ont pas de religion. Le véritable tzigane n'a pas de religion. Pourtant, Mais ils ont été pris en charge par les protestants, par les catholiques. Il y a donc des tziganes catholiques et des tziganes protestants. Eh bien, par le Christ, ils ont réussi cette performance à faire des guerres entre tziganes, particulièrement les Calderas, des guerres de religion. Je connais des tribus qui en sont arrivées à quadriller certains quartiers de Paris pour que les tziganes Calderas catholiques ne rencontrent pas les protestants. Voilà ce qu'ils ont. Alors qu'ils vivaient, pour eux, la vie, c'était la vie. Vous estimez donc que l'âme gitane devient la proie des sectes? Ah oui. Le tzigane... Ah, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, je le sens, je le respire. Mais quand il faut l'expliquer, c'est difficile. Mais il pourrait peut-être être dangereux, Pierre d'Erlon, de parler du peuple gitan. Parce qu'à ce moment-là, on en fait des étrangers. Alors qu'ils ont pour la plupart ici une nationalité française. Ils ont toujours été étrangers, monsieur Chancel. Ils n'ont pas droit à la carte d'identité. Et il y a 20 ans, un tzigane qui se devait au service militaire le faisait au bataillon d'Afrique. N'avait pas le droit à aucune autre arme que les bataillons d'Afrique. Oui, mais beaucoup s'emploient à ce que les choses changent en ce moment. Ce que vous appelez changer, vous, c'est détruire. Détruire la route. C'est ça que vous appelez changer. Les parquets de force dans des endroits. Non, au contraire, ceux qui luttent pour eux, c'est justement pour qu'on les accueille partout. Monsieur Chancel, je pars dans 4 jours, parce que j'ai rendez-vous avec des chefs de tribu au Sainte-Marie-de-la-Mer. Le minimum que je vais être arrêté sur la route, c'est 4 à 5 fois. 4 à 5 fois. Et sur 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. Je vis ces choses-là. Les camps de camping, vous savez, les terrains de camping, nous sont interdits. On nous tolère sur les décharges publiques, mais les camps de camping nous sont interdits. Mais vous, vous avez abandonné tout métier pour les suivre? Non, j'ai pas abandonné tout métier. Que faites-vous dans la vie? Bon, vous êtes romancier. Non, je suis pas romancier. Vous écrivez des livres. Oui, je suis décorateur. Je travaille avec mes mains, puis de temps en temps, je m'échappe. Pour le moment, je crois que je vais continuer parce que ce livre-là a bien marché. Je vais, sitôt que je peux, je pars avec eux. Mais c'est une fuite? C'est pas une fuite. Non, c'est avec vous que je fuis. C'est avec vous, c'est là où je suis que je fuis. Vous savez, j'habite à côté du cirque d'hiver. Joseph Bouglione est le parrain de mon fils. J'évite de passer devant le cirque parce qu'à chaque fois que j'y rentre, j'en sors plus. C'est comme le tabac, vous voyez, dont on a du mal à se passer. L'autre jour, j'étais avec Joseph dans son bureau. Le bureau de Joseph Bouglione, moi je lisais tout ce qu'il y avait sur les murs. Et pourtant, Joseph Bouglione, il en reçoit du monde chez lui. J'étais là tout seul avec cet homme pendant 1 heure. J'étais le seul à comprendre ce qu'il y avait sur les murs qui parlent, parce que ce sont des murs tziganes. J'ai fait la route avec Alexandre Bouglione, tout seul avec lui pendant 10 jours. Et en 10 jours, il m'a appris davantage. Il m'a parlé davantage de ce qu'il a pu dire à des hommes et des femmes qu'il employait depuis 30 ans. Quand je suis rentré de voyage avec Alexandre, il a dit à Joseph, « Joseph, tu seras le parrain de son premier fils. » Et Joseph est devenu le parrain de son premier fils. J'ai subi, je vis la loi des tziganes. Ma femme la vit. Vous êtes accepté par eux totalement? Oui. Chez Joseph Bouglione, je suis de la famille. Là, je pars sur la route. Le point de ralliement, pour ceux qui vont me rencontrer, c'est les couleurs de Bouglione, le cul du camion blanc et tout le reste rouge. J'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Puis j'ai eu cette chance de rencontrer des sages. L'êtes-vous devenu? Il n'y a pas longtemps. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai encore reçu une leçon terrible. On m'avait demandé de la musique. J'avais fait des poèmes tziganes. J'ai un ami, un docteur, qui avait fait de la musique dessus.
J'ai dit, tiens, je vais, comme on me demande de la musique, je vais apporter ce disque-là, ça fera plaisir à mon ami. Et au bas de la maison, il y avait le vieux dans son camion. Il me dit, qu'est-ce que alors, j'espère que tu n'as pas peur. Je dis, tu sais bien, tu m'as appris ce qu'il fallait pour pas avoir peur, relax, tout ça. Je dis, non, je suis tranquille. Il me dit, tu vas envelopper l'homme qui va te recevoir. Je dis, il y a longtemps que je l'ai enveloppé, je le connais. Ah, il me dit, et qu'est-ce que tu vas passer comme musique? Il me dit, orgueilleux. Il me dit, toi qui as vécu avec Django, tu as écrit ton livre sur la musique de Django. Django Reinhardt. Oui. Il me dit, tu ne penses qu'à toi. Tu veux que tous ces gens qui vont t'écouter entendent tes chansons qui ne veulent rien dire, c'est des chansons. Mais j'ai dit, c'est pas mes poèmes que je veux, c'est la musique de mon copain que je veux qu'on entende. Il me dit, quelle chanson que tu as choisie? Alors je lui dis, petite marionnette ici. Elle me dit, orgueilleux, ce sont tes poèmes. Tu vois, tu n'as pas choisi les siens. Lorsque vous parlez du vieux, le vieux qui doit être en bas... Oui, c'est l'affreux. Et il m'écoute, là, il est dans son camion, là. C'est un zigane. C'est un zigane, oui. Et lorsque le vieux vous dit quel est celui qui va t'envelopper, ça veut dire quoi envelopper? Bon, c'est moi qui vous enveloppe, mais oui. Ça veut dire quoi? Ah non, envelopper, c'est pas ça que ça veut dire. Envelopper, c'est saisir le visage d'un homme et lire ce que je lis en vous. C'est bon. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que devant moi, quand même, vous voulez fuir un peu, vous ne voudriez pas... Non, je ne fuis pas devant vous, parce que... Ah non, non. Ah non, je ne fuirai pas parce que je vous ai enveloppé. Envelopper, c'est quelque chose de terrible. Ah, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est le magnétisme, là, qui entre en jeu. Ah oui, avec vous, c'est le magnétisme. Alors, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Oui. Bon, d'accord. Oui, il y a 15 jours, vous voyez, j'étais invité à dîner par l'explorateur Francis Mazières. Il y avait là plusieurs personnes, et sa femme, qui est là. Il y avait je me rappelle, enfin, il y avait Bardot, un écrivain qui s'occupe des plaintes, et puis Paul Misraki. Bon. Quand je suis entré chez Mazières, j'ai fait le tour, j'ai senti des zones d'influence, et j'étais bien. Quand j'ai vu Paul Misraki, j'ai dit, c'est un homme dont il faut que je m'écarte parce qu'il est trop fort pour moi. Je me suis écarté de Misraki. Mazières, alors là, comme vous, hop, du premier coup, tilt. Sa femme, je la voyais à peine. Il y avait un autre homme qui se fermait. Et puis, on est passé à table et ensuite, on est monté au premier étage. Et à partir de ce moment-là, les ondes d'influence ont joué. Et j'ai vu que ce que les tziganes m'avaient appris, la femme de Mazières les possédait. La femme de Mazières est haïtienne. Et avec sa femme, j'ai parlé avec les yeux pendant quelques minutes. C'est merveilleux. Parce que lorsque l'on parle avec les yeux, le mensonge n'existe pas. C'est une plongée, vous voyez. Et les vieux m'ont appris que ces plongées-là, on ne devait jamais les faire en solitaire. Donc, au fur et à mesure que je lisais La femme de Mazières, je parlais pour que des retombées puissent aller vers ceux qui nous entouraient et leur fassent du bien. On va vous trouver bizarre à un certain moment, Pierre d'Erlon, et certains sûrement vous trouvent bizarre parce que vous êtes entré dans cet univers qui n'est pas le vôtre. Oui. Vous pouvez passer pour un mage, pour un magnétiseur, pour un guérisseur, car vous imposez vos mains et vous imposez vos yeux. Oui, justement, j'aime bien que vous ayez posé cette question parce que je reçois des lettres, ça n'est pas croyable, de personnes désespérées. Je suis d'abord un voyageur. C'est-à-dire que si je guéris, si je magnétise, si je lis dans la pensée, on ne vient jamais me trouver. C'est moi qui rencontre au fur et à mesure de mes marches. Dans la mesure où on vient me trouver, je ne travaille pas sur commande, et c'est malheureux parce que je ferais fortune. Ah là, les gens qui viennent, c'est incroyable. Vous voyez, il y a une chose, quand j'ai écrit mon premier livre, le vieux m'a dit, tu seras la source. Le premier livre avec quel titre? Ainsi vivait le Dzigane. Ouais, ça a paru aux éditions Edita et c'est distribué à Paris par Villot. Tu seras la source. Et en effet, je recevais des lettres. Ils me disaient, monsieur, votre livre
c'est comme pour moi une source, une nourriture. Et lorsque j'ai écrit celui-là, le vieux m'a dit, méfie-toi. Pour toi, ce livre est dangereux. Tu es devenu la dernière porte. Et être la dernière porte, c'est une tâche lourde à porter. Et moi, je suis rentré le soir, j'ai dit à ma femme et à mes gosses, tiens, le vieux il a dit que ce bouquin-là serait la dernière porte, et puis c'était fini. Et en effet, j'ai reçu des lettres. Alors êtes-vous un mage? Non, non, je suis comme vous, seulement ce que j'ai, vous l'avez, mais seulement on n'a pas appris à le développer chez vous, vous comprenez? C'est-à-dire, moi j'ai un pouvoir, moi? Tout le monde, en venant au monde. Moi, je ne sais pas jouer du Donc, violon. un pouvoir naturel. Mais oui, moi, je ne sais pas jouer du violon, mais si mon père m'avait appris à jouer du violon, aujourd'hui, je jouerais du violon. J'ai un fils qui n'est pas arabe, il a voulu apprendre l'arabe. Ben, il connaît l'arabe, il sait l'arabe. Moi, par exemple, je sens chez mes fils, chez certains de mes fils, les mêmes qualités que moi. Mais ils ont plus de chance que moi parce que je les prends tout petits. Mon petit qui a 15 mois guérit déjà sa mère des maux de tête, alors que moi, je n'y arrive pas. Comment il guérit? Avec les mains? Oui. Ah, c'est difficile. Il faut vous dire que ma grand-mère était guérisseuse de Boileau. Et du côté de ma mère, j'avais un grand-oncle qui était également guérisseur. Seulement, ma famille étant terriblement catholique, pour elle, c'est presque... Hein, guérir, ça touche un peu le diable. Sacrilège. C'est un sacrilège. Dans ce livre, Tradition occulte des Gitans, vous dites un certain nombre de choses. Par exemple, les Gitans se meurent, notre civilisation, intolérante envers tout ce qui diffère de sa propre image, les a condamnés à disparaître. Oui. Il y en a, je peux vous l'assurer, qui tentent, au contraire, de les faire revivre, que de les faire disparaître. Ils les font revivre à travers une optique qui n'est pas une optique tzigane. Regardez les Saintes Maries de la Mer, par exemple. C'est devenu un pèlerinage catholique. Mais le rite véritable, le rite authentique, c'est un rite païen. Sarah la Kali n'est pas Sainte Sarah, c'est Sarah. C'est la Vierge Noire, la Vierge Mère. Vous êtes encore catholique, vous? Oh, je suis mieux que ça. Non. Je ne prie plus. Moi, je prie quand je fais un bon repas, quand je fais l'amour, quand je regarde mes gosses. Pour moi, ça, c'est une prière. Je crois que... Et Dieu vous comprend? Oui, Dieu, pour moi, c'est l'harmonie. C'est ça, Dieu. Je crois plutôt au divin qu'en Dieu. Je pense que... Oui, il y a une vieille phrase de la Bible qui est « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme et dont le cœur se retire de Yahvé. Il occupera les lieux brûlés du désert, une terre salée où personne n'habite. Moi, je dis, bienheureux l'homme qui se confie en l'homme. » Le loup se confie au loup. J'ai vécu avec des hommes instinctifs terribles, qui ne savaient ni lire ni écrire. J'ai vécu 6 mois de route de Tzigane avec un gars qui s'appelait Giorgio, que j'avais connu sur un four à chaud, où tous les deux on menait un métier de forçat. En hiver, j'ai connu cet homme-là au printemps. C'est-à-dire qu'à la fin de la campagne de sucrerie, je suis parti avec lui sur les routes. Et il vivait comme un loup, cet homme-là. J'ai vécu la loi du loup, parce qu'on l'appelait, il m'appelait Lovenito. Mais lorsque vous vous promenez, Pierre d'Erlon, vous qui n'êtes pas né de Tzigane et qui l'êtes devenu, vous empruntez les caravanes, vous empruntez les roulottes. Il n'y a plus de roulottes avec des chevaux. Ah, c'est mort, mais c'était formidable. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était avec mon fils qui a 28 ans maintenant. J'ai été au camp de Grina Melati, à Monsato, c'est sur la rive de... C'est le dernier camp de Tzigane que j'ai fait avec des chevaux. C'est terrible, le cheval. La mécanique a tué le cheval, et puis le cheval a tué le Tzigane. Et puis en plus, vous savez, le Tzigane ignorait, par exemple, le péché, par exemple, le péché, c'est... Mais on lui a inculqué, c'est comme les missionnaires qui sont partis là-bas en Afrique du Sud et qui faisaient porter des caleçons noirs parce qu'ils étaient à poil. On a fait pareil avec le Tzigane. La notion du péché chez le Tzigane, mais ce sont les prêtres qui lui ont inculqué.
Vous voulez garder sa pureté, mais sa pureté initiale. Est-ce la pureté? Oui, c'est la pureté. Vous en êtes sûr? Vous êtes sûr d'avoir raison? Je suis sûr d'avoir raison. C'est la sagesse? Je ne sais pas si c'est la sagesse, mais par exemple, prenez le Digan, ils m'ont dit, tu as ce pouvoir-là, ne prends jamais un sou quand tu fais des choses comme celle-ci. Ne prends jamais un petit sou. Si tu prends de l'argent, tu te détruis. Tu vas devenir comme les guérisseurs gadgets et comme les mages gadgets. Tu vas te détruire. Mais je dis, pourquoi tu me dis que? Il me dit, parce que l'argent, tu sais que c'est facile à gagner comme ça. Seulement si tu as 1 litre de lait à distribuer par jour et que tu as une petite vieille et que tu donnes ton litre de lait à cette vieille-là, tu vas la nourrir. Et si tu en as 10, tu ne vas pas les nourrir toutes les 10. Et si tu en as 20, tu ne pourras pas les nourrir toutes les 20. Tu vas donner des miettes. Mais il faut pas vendre les miettes, il faut donner le tout. Et ils ont raison. Moi, les choses que je fais sont toujours des choses accidentelles. Depuis que mon livre est écrit, sur à peu près 500 ou 600 lettres que j'ai reçues, j'ai pris les 2 premières. Parce que j'ai cru que ça allait s'arrêter là, moi, comme un imbécile. J'irai jusqu'au bout, puisque je l'ai entrepris, ces choses-là. Les histoires que j'ai entreprises ne regardent que ceux qui se sont confiés à moi. Mais c'est épuisant. Vous avez reçu des secrets? Oui. Et vous ne les donnerez pas, ces secrets? Jamais. Vous dites, je les donnerai après ma mort. Ah oui, après ma mort, ce sont mes fils. Par exemple, j'ai connu, avec Alexandre Bouguillon, j'ai vécu une aventure avec Alexandre Bouguillon. Une aventure fantastique où il m'a servi de témoin pour aller... J'avais promis à une vieille gitane qui allait mourir de réaliser certaines choses qu'elle m'avait demandées. Elle voulait que j'accomplisse ça devant un chef de tribu. J'avais 23 ans quand elle m'a demandé ça. Et un jour, les circonstances ont fait, j'étais à Montpellier, avec Alexandre Bouguillon, que j'étais près de l'endroit où je devais accomplir ces choses. J'ai dit à Alexandre, voilà, c'est ça, ça et ça. Alexandre m'a regardé, il était surpris. J'ai dit, tu sais, Alexandre, je fais ça dans le secret. Il me dit, je te comprends, j'y vais. Il est venu avec moi. Et devant lui, qui était moi, je l'ai fait. Mais à la suite... On ne peut pas savoir quoi, bien sûr. Non. À la suite, il s'est mis à me raconter des choses qu'il avait vécues, lui. Des choses fantastiques quand il était jeune. Parce que la route a été dure pour les Bouguillons. Hein. Le chemin a été pénible. Alors je dis, Alexandre, c'est formidable, parce que quand je serai vieux, moi j'écrirai des bouquins là-dessus. Tout ce que je vis, c'est seulement... Ah, il me dit ce que tu as vécu, d'accord, mais ce que je te dis, si un jour tu l'écris, tu me feras lire, je te dirai oui ou non. Alexandre, aujourd'hui, il a rejoint la maison du Père, et même si Joseph me donnait la permission, je ne le ferai jamais. Parce que c'est le secret d'Alexandre. Il y a aussi, Pierre d'Erlon, une forme de mimétisme. Je vous regarde, vous êtes en face de moi, il y a les cheveux qui se sont allongés, qui ont blanchi, il y a la moustache, il y a une certaine allure, par exemple le foulard que vous nouez, comme si c'était une corde. Oui. C'est une allure gitane que vous vous donnez, enfin tzigane. Oui, ah ben, vous savez, les Schmitt... C'est le cœur qui respire. Ouais, je sais pas, vous savez, je sais pas... Lorsque je suis comme vous me voyez là... C'est mondain, là. Les habitants de l'impasse, ils n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Ils me disent, tiens, le vieux s'est déguisé aujourd'hui. Voilà ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est un cacou? C'est l'homme de sagesse. Parce que là, vous dites, il y a 30 ans, un cacou auquel j'avais sauvé la vie décela en moi des facultés psychiques paranormales, pour la plupart encore latentes. Alors, quelles sont vos facultés psychiques paranormales? C'est la lecture que je fais de pensée, comme j'ai fait avec Tidama. Tenez, c'est toujours accidentel. Mais je ne fais pas que de bonnes choses. Vous savez, quelquefois, je lis des choses horribles dans le regard des hommes. À ce moment-là, je me tais, je ne parle pas. Ces choses-là, je les conserve pour moi, mais l'homme que j'ai lu a conscience qu'il a été lu. À ce moment-là, c'est affreux. Vous voyez, l'autre jour, après avoir eu ce contact avec la femme de Mazières, j'ai ma belle-fille qui est venue dîner à la maison, et elle a une jeune fille au père, une jeune vietnamienne à la maison. Alors je lui dis, amène la petite avec moi, elle s'appelle May.
Et cette fille, durant le repas, vous savez, avec tous les événements qu'il y a au Vietnam, elle était triste. Alors je lui dis quand même, vous devez être heureuse, puisque la guerre est finie comme ça. Puis elle me regarde d'un seul coup, je sais. C'est ça qui est terrible, c'est le choc. Je sais ce qu'elle pense. Je comprends toute sa désespérance. Elle a un frère qui est médecin à Saigon, elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Vous voyez, donc, alors à ce moment-là, je me sers de cette faculté pour la rassénérer. Je lui parle, je plonge avec mes yeux dans les siens jusqu'à la voir sourire. C'est ça qui est merveilleux chez moi. Vous savez, faire une plongée comme ça, c'est... Oh, je ne sais pas vous expliquer, c'est bon, tout le monde en profite. Il vous arrive de guérir aussi des gens? Oui. Avec les mains, là? Avec les mains. Mais... Comme à la Louf, que j'ai reçu récemment. Oui, mais moi, j'essaie de démontrer le mécanisme. Par exemple, mes gosses qui me voient, parce que je fais tout devant ma femme et mes enfants, un jour, j'entends mon fils aîné qui dit « Ah, tiens, ah ben là, c'est pas la bonne place pour vous, parce que papa, il va vous déshabiller. » Ah, quoi? Je dis comment? Et je me suis aperçu que les personnes qui s'asseyaient à cette place-là, qui est la chaise du bout devant ma cheminée, chez moi, je fais cuisine tout au feu de bois, à la cheminée. En effet, toutes les personnes qui s'asseyaient. Voilà. Alors maintenant, à cette place-là, j'évite. Parce qu'une fois qu'on a démontré le mécanisme, il est mauvais de le reprendre. Parce qu'il existe des mécanismes. Vous voyez, je suis sûr que des gens comme moi, on serait une dizaine, à employer des méthodes qui sont différentes. Si on pouvait les écrire et les comparer, je pense que des savants pourraient trouver le chemin. Mais vous me dites que chez vous, vous faites tout au feu de bois. Oui. C'est-à-dire chez vous, à Paris, dans votre appartement, vous vivez comme un tzigane. Ah ben moi je peux pas. Moi je monte 3 marches pour aller me coucher. Mais il faudrait normalement que vous puissiez vivre dans une roulotte. Ben je vais. Dans 4 jours, là, ça y est, je pars. Mais moi j'élève mon petit, là, je l'élève comme un tzigane d'il y a 50 ans, celui qui a 15 mois. Mais vous lui permettrez plus tard de faire des études. Ben évidemment, mais ben, oui. Ah. C'est ce qui me retire un peu ma liberté. C'est que mes fils sont au lycée Voltaire à Paris. Ben ils me bouffent ma route. Hein, jusqu'à ce qu'il soit parti, puis maintenant que j'ai fait un autre petit. Parce que ce petit-là que j'ai fait, c'est les tziganes qui m'ont demandé. Ma femme paraissait infirme dans un camp de tziganes, parce qu'elle n'avait pas de bébé. On lui demandait si elle était malade. Et c'est le vieux qui m'a dit, si tu fais un enfant à ta femme, le jour où cet enfant sera chez toi, le soleil sera sur ta maison. Vous avez raconté que vous étiez entré dans le cœur des tziganes à l'âge de 13 ans ou de 14 ans, mais il y a une autre aventure qui vous est arrivée en 1939. Un jour, vous promenant, vous avez trouvé quelqu'un... Oui, et j'ai rencontré un artiste qui se noyait dans un trou d'eau. Bon, un homme au bord de la route, cet homme, vous l'avez secouru, et il vous a dit « Tu t'appelles Pierre, et je t'attendais depuis longtemps, car tu étais inscrit dans mon existence. » Oui. Il vous a dit vraiment cela? Il m'a dit vraiment cela, mais je fais avec artiste ce que je fais, par exemple, mais perpétuellement avec la femme de Mazières. Il me lit. On se regarde comme je vous regarde, là, il sait ce que je pense. Et c'est lui qui m'a appris tout ça. Et les choses qu'il ne savait pas, il m'a confié à d'autres hommes. Vous voyez, par exemple, déjà, j'avais 22 ans. Chez les Bouglione, je passais pour un sorcier. Alexandre disait, il a le bon œil pour la gavalie, hop, celui-là, il... Pourquoi, pour? La gavalie. Ça veut dire quoi? La femme. Ah, pardon. Et pourtant, Bouglione, il me disait, t'as une sale gueule, hein. Mais qu'est-ce que t'as un truc? Alors, je dis, non, Alexandre, je te jure que j'ai rien. Puis, mais là, il me prenait déjà pour un... vous voyez? Mais également, cet homme que vous avez retrouvé sur le bord de la route, que vous avez sauvé, comment s'appelle-t-il déjà? Artis, Pietro. Artis, il vous a dit ensuite, ne t'inquiète pas pour ta mère, pour elle, les temps ne sont pas encore venus. Elle possédera encore des sourires et des larmes. Et ma mère était très malade. Elle n'est pas, oui. Ma mère était très malade et je m'inquiétais beaucoup pour sa santé. Elle a possédé peu de sourires et beaucoup de larmes. Alors donc, rien n'est insolite. Ce qui est insolite, ce sont les choses simples que les hommes enveloppent de mystère. Mais évidemment, tout est normal. Mais, j'ai assisté un jour, vous savez, Gilles Bérouk, le dompteur. J'ai assisté un jour
à une conversation du regard avec ces tigres. C'est là que j'ai compris ce qu'était un dompteur. Pas en piste, avec, vous savez, la petite ampoule de 100 bougies dans la ménagerie, là, où l'homme est tout seul, en blue jean, là, et qui regarde ces bêtes. J'ai vu les attitudes des animaux. À partir de ça, le vieux m'a appris des contacts avec des animaux. Il m'a appris à parler avec des animaux. J'ai appris le pas des rats. Parce que vous savez que dans les cathédrales, il existe des labyrinthes que les prêtres catholiques ont empêché d'emprunter en y posant des chaises et des prie-dieux. Ces labyrinthes, qui sont des pavés de couleurs différentes, ce sont des chemins initiatiques. Il y a un mode, il existe une méthode pour les employer. Eh bien, l'homme qui a parcouru le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, par exemple, quand il arrive au centre, s'il n'a pas parcouru le bon chemin, il est incapable de s'en sortir. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Donc vous êtes un sorcier? Non, je sais pas. Mais non, je suis pas sorcier. Je suis un homme comme tout le monde qui a acquis certaines connaissances qui sont... Vous savez, le cardinal Tisserand ne correspondait pas pour rien avec Artis. C'était un grand bonhomme, le père Tisserand. Il était certainement initié à des choses... Oui, c'est un sacré bonhomme, celui-là. Il vous est arrivé déjà, Pierre d'Erlon, de rendre la justice? Oui. Parce que... Ah bon, et il y a cette phrase, quand un homme qui rend la justice se trompe une seule fois, il ne peut plus rendre la justice. Vous êtes-vous trompé? Non, c'est-à-dire que en ce moment, je suis en train d'écrire la loi. La loi loi que j'ai vécue, la loi de Denzigan. Un jour, j'ai été en prison pour une chose que je n'avais pas commise. Et on me dit, il y a ton grand-père qui te demande au parloir. C'était à la prison de Chartres. J'avais donc au parloir mon grand-père. Je dis, mon grand-père, il ne sait même pas que je suis là. Et le vieux. C'était le vieux qui était là. Il me dit, Pierre, je t'apporte le moyen de sortir tout de suite, mais je t'apporte aussi le moyen de sortir dans 2 ou 3 jours, de manière, je sais, c'est pas toi. Si tu veux sortir tout de suite, je te dis ce qu'il faut faire, mais tu seras un gadjo. Si tu veux sortir normalement, en écrivant une lettre au juge d'instruction, tu agiras comme un Nzigan et pour toi on rendra justice. Qu'est-ce que tu veux être? Un Nzigan ou un gadjo? J'ai dit un Nzigan. Vous n'avez jamais été un gadjo, c'est-à-dire un homme qui n'est pas un Nzigan. Le vieux est parti. J'ai été relaxé et je suis passé à la crise avec l'homme qui était coupable. À la quoi? À la crise. Ça veut dire quoi? Au jugement. C'est-à-dire où je n'ai pas parlé. Où l'homme qui était jugé, on lui expliquait que pour lui, j'avais fait 24 jours de prison que lui aurait dû faire. Et il a été condamné à travailler 5 fois 24 jours et à me verser son salaire intégralement. Vous avez quel âge maintenant? 55 ans. Alors en vieillissant, normalement, vous devriez posséder, comme on dit chez vous, enfin dans la famille qui vous a accueilli, le bon doigt. J'ai le bon doigt. Alors le bon doigt, qu'est-ce que c'est? C'est la clairvoyance? Non, parce que la sagesse, c'est quand même un grand mot. Avoir le bon doigt, c'est ce qui s'appelle, on dit, la main du soleil, la main habillée. La main habillée, vous voyez cette main-là, qui a une forme particulière. La main gauche? Non, les deux. Les deux. Vous voyez. Parce que lorsque je suis venu au monde, je suis un homme taché. C'est-à-dire que lorsque je suis venu au monde, je portais les stigmates des blessures de guerre que mon père avait eues en 1914. Mais des stigmates importantes, au point que mon père ayant été blessé à l'épaule droite et à tout le bras, j'ai eu le bras paralysé pendant presque 2 semaines. Donc vous saviez déjà que vous étiez marqué? J'étais marqué, mais ça je ne l'ai su qu'à 40 ans. Or, tous les hommes que j'ai rencontrés, Pietro Artis, Peter Vangar, étaient tous des hommes tachés. Et ils ont tous la même main que moi.
tous la même main que moi. Mais Artis, cet homme dont vous parlez, lui, je crois qu'il portait la tache d'un Oui. sabot, À l'épaule. le sabot d'un cheval Oui. à l'épaule, Oui. que son père avait reçu. Que son père avait reçu quelques semaines avant de le procréer. Alors lui, il est devenu sûr parce que... Vous y croyez vraiment à tout cela? Mais vous le portez sur votre corps, c'est vrai. Non, je ne le porte plus. C'était des stigmates qui sont effacés. Vous voyez, Elles reviennent? Ah non, 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 non. Non, ce sont des stigmates qui durent... Elles ne reviennent jamais, ces traces. Jamais, c'est fini. Mon père m'a dit, petit à petit, ton bras s'est rééduqué, ton épaule s'est remplie, le muscle qui me manquait, on l'a vu réapparaître, on a caché ça à ta mère. Vous entendez la différence qu'il y a entre le gadget et le Dzigan? On l'a caché à ta mère, alors que le Dzigan, lui, est exposé à la tribu. Mais faut-il dire stigmate ou tache? Sont des taches. Sont des taches, oui. Sont... Comme des tatouages qui disparaissent. Et il est curieux quand même que les hommes que j'ai rencontrés... Non, c'est pas... Moi, je crois au hasard. Pour moi, c'est le hasard. Un hasard heureux qui a fait que 4 hommes se rencontrent comme ça. Et si on considère qu'il en existe à peu près 1 sur 3 millions, c'est formidable que de les avoir rencontrés chez les Tziganes et que moi, je n'y suis pas. Mais tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous lisiez véritablement dans la pensée des autres. Oui, vous êtes un homme... Mais vous pouvez tout lire? Ah, vous, je vois que vous êtes honnête, juste. Oui, mais enfin, c'est autre chose qu'il faut lire. C'est la pensée du moment présent. Ah ben ça c'est beau de se regarder comme ça fait du bien. Hein. C'est ça qui est important, vous voyez, plonger dans l'autre, comme là, tout de suite là. Ça. Oui, voir, c'est franchir les barrières de la chair. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et... Mais on est déçu parfois aussi. On est déçu. Vous savez, je pense à ce qui brime l'homme. Dans le savoir, parce que tout le monde porte ça, c'est la religion qui tue l'homme. C'est la peur de ceci. Si tu fais le bien, tu iras au ciel. Tu vois, ne fais pas le mal parce que tu iras en enfer. C'est ça qui brise l'homme. L'homme n'est jamais bon pour rien, il est bon pour quelque chose. Le Dzigan, il dort quand il a envie de dormir, il mange quand il a envie de manger. C'est la vie naturelle. Vivre avec un Dzigan dans une forêt pendant 3 jours, mais c'est formidable, c'est incroyable. Parce que vous avez une perception totale de la nature. Mais lire dans la pensée d'autrui n'est pas lire vraiment, c'est subir ce que l'autre subit. Eh oui, c'est un viol. C'est vous qui le dites ou c'est Albert Vidali qui dit cela? Albert Vidali, c'est un formidable... Non, c'est moi qui dis ça. Qui dit ça. Ah oui. Ah non, Albert Vidali, c'est un grand bonhomme que j'aimais bien, Albert Vidali. Ah oui. Mais vous pouvez également vous noyer dans les pensées des autres. Oui. Et ne plus être vous-même. Plus maintenant. Plus maintenant. Il arrivait un moment où je prenais les gens que je rencontrais comme ça, je les subissais, je les faisais subir à ma famille. Mais maintenant, je suis armé pour ces choses-là. Ma femme ne subit pas le choc en retour des désespérances que je rencontre en cours de route. Sitôt que je rentre à la maison, ça y est, c'est terminé. Et puis je fais toutes les choses, je les fais devant ma femme et devant mes enfants. Donc vous estimez que la magie, ça n'existe que pour les imbéciles? Non, la magie, ça n'existe pas. Tout est naturel, oui. Tout peut être démontré. Pour le miracle, le miracle, c'est la chose... Il n'y a rien de plus naturel que la magie. Oui, c'est la chose réalisée que l'homme croit irréalisable. L'homme appelle ça miracle parce qu'il ne comprend pas le mécanisme qui amène le résultat. Mais comment pourrait-on faire pour que tous nous puissions être initiés? En dehors des lois de Dzigan. Vous savez, au début, quand j'ai voulu avoir le regard, Pietro m'a dit, regarde le temps que tu perds en une semaine. Tous les jours, tu joues aux cartes. Tant de temps. Tu fais des mots croisés, tant de temps. Le dimanche, tu vas au bal. Le samedi, tu vas au bal. Tu perds tant de temps. À la fin de la semaine, tu as perdu 24 heures. 24 heures, c'est une journée. Dans une semaine, tu as perdu un jour. Un jour complet. Il m'a dit, remplace ça. Les filles, fais l'amour aux filles. Mais ne va pas au bal. Ça sert à rien. Fais l'amour. Quand tu fais l'amour, donne davantage que tu prends. Tu seras un homme tranquille. Et puis le reste de la perte de ton temps, les cartes et tout ça, cherche, apprends, promène-toi. J'ai 55 ans. Ma dernière carte, je l'ai touchée, j'avais 19 ans.
Je n'ai jamais été au bal, monsieur Chancel. Jamais touché à un seul mot croisé. Les seules cartes que je peux avoir, c'est pour jouer à la bataille avec mes gosses quand ils sont petits. Et j'ai découvert la plénitude à partir de ces 24 heures perdues dans une semaine. C'est la sagesse qui ne se nourrit plus du mensonge. Le mensonge, vous savez, il y a des gens qui me haïssent. Et les plus difficiles. Et qui peut-être ne vous prennent pas au sérieux comme Tziganes. Ah non, mais dans ma famille ne me prend pas au sérieux. Et les autres Tziganes. Ah. Et ceux qui s'occupent des Tziganes. Ceux-là, je ne les connais pas. Je ne veux pas les connaître. Parce qu'ils les connaissent mal. Le père Fleury, c'est un brave homme. Un type sensationnel pour les Tziganes. Mais il est de l'autre côté. Il appelle à lui des gens qui sont de l'autre côté de la barrière. Alors qu'il et faudrait qui aller ne à la eux. franchiront jamais. Ça n'est pas possible. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est la maîtrise du feu? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du signe du soleil. Oui. La maîtrise du feu, ben vous voyez, je parlais de l'orgueil tout à l'heure avec le disque de mon ami. Là. C'est votre chaise qui fait certains bruits, je ne sais pas si on l'entend. Oui. Oui, mais c'est votre chaise. Alors, vous remuez un peu moins. Bon. Je sais bien que c'est difficile pour un Tzigane de rester assis sur une chaise, mais... Lorsque j'ai eu la maîtrise du feu, j'allais tous les soirs chez Michel Balette, à la Colombe, où il y avait un jeune chanteur qui débutait, qui s'appelait Guy Béard. Et Michel Balette m'appelait le gitan. À minuit, lorsque tous les clients étaient partis, Michel Balette fermait la boutique, et Guy Béard chantait ses chansons, moi je chantais mes chansons gitanes, et je m'amusais à maîtriser le feu. C'est-à-dire qu'on amenait des bougies, des lampes, et je mettais mes mains dessus, mes lampes noircissaient, mes mains noircissaient, sans me brûler. Alors tout le monde applaudissait, puis on mettait des grandes tournées de jaja. Le jaja, c'était du Beaujolais. Et un jour, dans la salle, il y avait un vieil homme assis dans le fond avec une jeune fille qui avait demandé la permission de rester après la fermeture du restaurant. Et Michel Balette lui avait dit, alors il y a Guy Béard qui jouait, et puis Michel Balette vient vers moi et me dit, dis donc gitan, le monsieur qui est là-bas, il voudrait te parler. Alors j'y vais. Alors il me dit, asseyez-vous. Il m'a dit, voilà, je suis le professeur Balkan, enchanté. C'est très intéressant la chose que je vous ai vu faire tout à l'heure. Vous ne devriez pas recommencer. Alors il y avait une bougie sur la table, je tends l'index. J'ai mis 15 jours à me guérir de la brûlure. Et l'homme m'a dit que quand on sait les choses que vous savez, on les gaspille pas. On fait pas de clown avec. On s'en sert pour autre chose. Pierre d'Erlon, vous arrive-t-il d'aller à l'endroit où Jacques de Molay a été supplicié? Ah oui. C'est-à-dire le grand maître des Oui, Templiers. Oui. J'en ai rencontré 2 encore cette année. 2. Ils n'y vont plus. J'ai rencontré aussi quelquefois des maîtres charpentiers, des compagnons du Tour de France. Mais là, j'en ai pas rencontré. Oui. Vous échangez vos secrets? S'il y a secret. Non, c'est une reconnaissance. Et même une fois, avec ma femme et mes gosses, j'ai reconnu un maître. On était sûr, ma femme est myope, comme une taupe. Alors là, une myope. Hein. C'est-à-dire un copain à 4 mètres, si elle n'a pas de lunettes, on n'en parle pas. On était au bout du Pont-Neuf. Elle marchait à côté de moi. C'est grand le Pont-Neuf. Hein. On était au bout de la rue Guénégaud, là, vous voyez. Et à la Pointe Rivoli, il y avait un couple qui s'avançait vers nous. Un homme très grand et une jeune femme. Et ma femme me dit, tiens, je vois quelqu'un, les deux qui viennent là-bas. Vous vous rendez compte, elle qui ne voit pas. Ah, ça, ils sont comme nous. Ils sont comme toi. Non, je crois qu'elle a dit, ils sont comme nous. Et d'un bout à l'autre du pont, on a marché l'un vers l'autre, sans se dire une parole. On s'est croisés, on s'est rencontrés, on s'est reconnus, et on est passé. Mais vous n'avez pas l'impression de vivre dans un monde qui n'est pas le vôtre? Aussi. Mais pour moi, le monde qui m'entoure, je suis dans une forêt en marche. Quand je suis dans le métro, moi, je suis tout seul. Les hommes qui m'entourent sont des arbres. Puis je vois vos mains que vous montrez souvent, elles sont comme une flamme, elles sont comme un miroir. C'est-à-dire qu'il faudrait se méfier en fait de ces mains. Parce qu'on on les voit, on les Tenez, sent. vous voyez, la perception. Regardez, la couleur de mes mains. Vous voyez? Si je pense à quelque chose de triste, elles vont blanchir.
Pour moi, mes mains sont un miroir. Et je ne suis pas seul comme ça dans la famille. J'ai ma sœur, qui est comme moi. Mais seulement, elle a choisi une autre voie. Elle est mère dominicaine. Alors, vous voyez qu'elle n'a rien à voir avec les tziganes. Et elle comprend ce que vous êtes devenu? Ah, j'ai eu une fois besoin d'elle. Une fois besoin d'elle pour quelque chose de grave, pour quelqu'un qui nous touchait de très près. J'avais essayé plusieurs choses et je dis au vieux, mon vieux, je suis désespéré, je ne vais rien pouvoir faire. Je dis, il n'y a que ma frangine, mais elle est bonne sœur. Elle dit, qu'est-ce que ça peut faire? Elle dit, qu'est-ce que c'est bonne sœur? Elle me dit, elle est bonne sœur, mais elle est femme. Téléphone, tu vas voir. Je téléphone à ma sœur. Je la réveille, la pauvre vieille. Et je lui dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu écrives une lettre. Dans cette lettre, tu ne prononceras pas une seule fois le mot de Dieu, de Sainte Vierge, de prière, aucun saint. Je veux que ce soit une lettre de femme à un homme. Elle m'a dit d'accord. Elle l'a fait. Elle a été mon support. Et de tout ce que j'avais autour de moi, c'était la seule qui pouvait me servir. Vous voyez, il y a dans les choses une forme d'harmonie qui font que certaines barrières sautent entre ce que je réalise, entre la vie que je mène et celle qu'elle mène. Elle, en tant que mère dominicaine, dure, hein, s'occupe beaucoup plus des autres. Mais vous voyez, elle fait en grand ce que je fais en petit. Et... Qui a décidé la vie que vous avez? Qui a décidé de cela? La vie. La vie seulement? J'ai suivi mon chemin. Il y a des choses que... Au début, on m'a dit, si tu vis ça, les tiens n'iront plus vers toi, mais ne s'écarteront pas de toi. Or, j'ai des frères qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Je n'ai jamais été à leur mariage, ni au baptême, ni aux communions. Je n'ai jamais mis les pieds dans l'appartement de mon frère Jacques. Et quelquefois dans mon frère Yves. Par contre, ils viennent tous chez moi, vous voyez. Mais je suis totalement exclu de leur mode d'exister. Les amis qu'ils ont, je les ignore. Au point que je me suis construit ma tribu. Vivant la loi des Tziganes et ayant un besoin fou de la famille, j'ai besoin d'être entouré. Et ma famille, dans le fond, si elle m'a quitté, c'est parce que je vivais cette vie-là. Moi, mon oncle bénetier à la Ferté-à-Beau, un jour que je suis entré avec ma femme et mon gosse, que j'allais dire bonjour à ma tante, il m'a foutu à la porte de sa maison en me disant « Je veux pas de bohémien dans ma famille ». C'était mon oncle. Ça va loin, monsieur Chancel. Ça va loin. Alors ma tribu, c'est la tribu de ma première femme, où moi je suis le patriarche. C'est ma famille. C'est là où je passe mes Noëls, mes fêtes de famille. Mon père réunit sa famille 2 ou 3 fois par an, où je retrouve mon autre famille, mais celle-ci, c'est une famille de surface. Vous pouvez vous entendre avec votre père? Mon père, c'est un mec formidable, un type sensationnel. Il vit? Mais mes frères aussi, mon père, il a 80 ans, il m'écoute, mais c'est un gars formidable, mon père. Mais non. Il comprend la vie que vous avez choisie? Mais non. Il vous prend pour un tzigane, lui? Mais il apprend, aujourd'hui. J'ai vécu tout ça dans le silence, monsieur Chancel. Il fallait que je vive dans le silence. Mais il va lire votre témoignage sur les traditions occultes des Gitans. Il a lu. Il y est entré de gaieté de cœur? Oui, il comprend beaucoup de choses. Il n'a pas encore lu la loi que je suis en train d'écrire. Quand il aura lu la loi, il comprendra quelles ont été mes sources. Un homme vous a transmis toute une série de réflexions, et j'en ai noté certaines. Oui. C'était quel homme? Artis. Toujours le même? Artis, oui. Alors il y a celle-ci, ne parle pas de ta femme à tes amis, ni de tes amis avec ta femme. Oui. Non, ça c'est... il a réalisé cette chose-là pour quelqu'un de ma famille qui se moquait de lui. Et qui me disait, oh toi t'es gitan, hein, ça va comme ça, s'il est si fort que ça, ton artiste, il a qu'à me faire un truc. Et il a fait ce truc-là. Et le truc était tellement fort que je lui ai donné. Que je lui ai pas donné, que je l'ai gardé pour moi. Je dis, il le découvrira un jour.
Mais au lieu de donner à lui, je veux que beaucoup de personnes en profitent. Je veux que beaucoup de... Et vous savez que j'ai reçu des lettres à propos de ce chapitre où les gens m'ont dit « Mais je me suis reconnu dans ce chapitre ». Ne prive pas l'autre des amitiés qui lui sont agréables. Ce sont des maximes, en fait. Mais il dit ça comme ça. Un jour, il me dit que je disais du mal d'un copain, il me dit « Oh, il faut aimer les cons parce que les cons sont pierres précieuses à l'écran de l'intelligence. Tu en auras besoin des cons, sans ça, tu n'existes pas, mon petit gars. » Quelle sagesse. Oui. Puis celle-ci aussi, ne tente pas, comme les enfants, d'avoir le dernier mot. Ne jamais vouloir avoir le dernier Un mot. analphabète, à qui, vous voyez, à qui j'ai appris à lire. Je me rappelle le jour de la mort de Gandhi. Il m'a expliqué des choses formidables. Il pleurait. Je leur dis, pourquoi tu pleures, Pietro? Qu'est-ce que c'est? Je dis, parce qu'il a une tribu tellement immense. Je dis, il y a quelqu'un qui est mort. Il pleurait. Alors, je dis, parce que tu vois pas, j'ai appris, je lui regarde, la mort de Gandhi. Il me dit, c'est à toi que je dois mes larmes. Il me dit, si tu m'avais pas appris à lire, je ne savais pas que cet homme-là est mort. Je sais qu'il en existe plein, mais je ne saurais pas. Mais je dis, ben oui, mais moi tu dis qu'il en existe plein, il y en a d'autres. Il me dit, oui, mais celui-là, je l'aime. Il dit, il était fort. Il me dit, tu vois, Gandhi et Raspoutine avaient le même pouvoir. Raspoutine utilisait son pouvoir pour lui, et Gandhi l'utilisait pour les autres. Et si tu te rappelles la mort de Raspoutine, essaie de te rappeler le temps qu'il a mis à mourir. Il a résisté au poison, il a résisté aux balles de revolver. À la neige, à l'eau. Oui. Et, chose curieuse, un jour, j'ai pris le thé avec le prince Yusupov, un vieil ami, le père Todd, m'avait emmené chez lui et je regardais ce petit homme tout sec, tout cassé. Je disais, c'est cet homme-là qui a abattu ce géant. Et entre Gandhi et Raspoutine, il n'y avait que cette différence. Le pouvoir était identique, vous voyez, mais cette force se distribuait à soi, l'autre la distribuait aux autres. Pierre d'Erlon, il y a également cette autre maxime, on rate bien souvent son bonheur à chercher le pourquoi du bonheur des autres. Oui. Et puis c'est tellement vrai. Oui, ça parce que c'est le vieux qui m'a dit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté leur bonheur, qui ne comprennent pas mon mode d'exister. Moi, quand je pars de la maison, ma femme, je la porte avec moi. Quand je suis à la maison, on se parle d'une pièce à l'autre sans se parler. Il m'arrive de penser des choses, ma femme me dit « Mais non, tu sais bien que je l'ai mis là. » Mais pour nous, c'est devenu simple, ça fait partie de notre vie. Moi, je ne quitte jamais ma femme ne me quitte jamais. Il faut aimer les autres. Ah ben, si vous n'aimez pas les autres, comment voulez-vous vous aimer vous-même? Ça n'est pas possible pour vivre en paix. Ne force pas ta jalousie à contrer l'intelligence de l'autre, prends-en ton parti. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est les vieux. Vous avez pris le parti de vivre, vous. Oui. Contre tout. Oui, la vie, pour moi, c'est une source. Je puise. Et la seule peine que je peux avoir, c'est ceux qui ne me comprennent pas et qui me haïssent parce que justement, j'ai cette joie d'exister. Et je me la suis fabriquée, cette joie-là. Et je n'existe dans la joie que dans la mesure où je la donne. Sans ça. Vous parlez également, parce que nous arrivons maintenant au bout de cette conversation, vous parlez de la stérilité, le mal maudit des tziganes, et vous dites « Malheur à la femme au ventre sec, les pluies qui caresseront son visage seront ses propres larmes. » Eh oui, parce qu'un tzigane, quand il fait l'amour pour faire un enfant. Et voilà.